Dans cet épisode, les clapeurs et moi-même vous dévoilons le top 3 des meilleurs films Pixar à l'occasion de la sortie de Soul sur Disney+. Cette fois, c'est vous qui avez voté sur les réseaux sociaux pour élire quels sont les 3 meilleurs films. Et nous allons dévoiler le classement. Et vous saurez donc en fin d'épisode quel est le meilleur film Pixar. Sunderlight Productions. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead! Bienvenue dans la saison 2 de Clapement 5 pour tout connaître du cinéma, de son actualité avec des critiques, des débats et des jeux. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, cette discussion entre amis va se dérouler avec 3 spécialistes, chacun dans leur domaine. Ce sont nos fameux clapeurs que je vous présente tout de suite. Notre première clapeuse est une productrice et si elle était un personnage Pixar, elle serait sûrement Germaine, le monstre, limace de Monstres et compagnie, c'est Elsa Morel. Mais ouais, affreux. Il se fait rire lui-même, il moi est je content. regarde, on sent qu'il a pris un malin plaisir à écrire cette. Je dis ça exactement, Elsa. Qui l'a invité? Attends, prépare-toi pour le tien, toi. Oh. Notre second clapeur est un producteur artistique chez Canal+, et lui est dans un film Pixar. Il serait sans nul doute Carl Fredricksen, le vieux de là-haut. Il en a l'âge et le caractère, c'est Florian Guillot. Tu es mort. Oh, bonjour. Bonjour. Et nous retrouvons finalement une clapeuse attachée de presse. Pixar s'est très certainement inspiré d'elle pour un personnage, Dory du monde de Nemo. Elle ne se souvient d'ailleurs plus de ce qu'elle fait là, c'est Emma Salvarez. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Est-ce Personnage que, incroyable. est-ce que tout le monde va bien aujourd'hui? Ça va très bien. Oui, Et bonne toi année, Bonne Aurélien. année. Bah, bonne année à tout La le monde. santé surtout, Bah oui, hein, bah, surtout. bonne année à vous. Et donc vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons donc faire le top 3 des meilleurs films Pixar. Ceci dit, nouveauté dans Clapement 5, ce top 3 que nous allons vous dévoiler, eh bien c'est le vôtre. En effet, vous avez voté sur Instagram avec le @clap5 pour élire vos films Pixar préférés. Nous allons donc dévoiler quels sont les 3 meilleurs. On va commenter ce top 3 en dévoilant aussi le nôtre et comme ça on va pouvoir mettre en perspective un peu les différents films et les différents choix qui ont été effectués. On commence donc avec la 3e place. Le prix du public du 3e meilleur Pixar est attribué à Coco, donc film de 2017 de Lee Unkrich. Et est-ce que ça vous surprend qu'il soit à cette 3e place, Coco? Est-ce que vous l'auriez vu plus loin dans le classement ou au contraire plus près du podium? Je vais commencer avec toi, Florian. Non, moi ça me surprend pas. Je suis très content qu'il soit à cette position. Déjà, je suis content qu'il fasse partie du top 3 des auditeurs. Des auditeurs, voilà, ouais. des auditeurs, pardon. C'est mon côté télé qui revient. Oui. Des auditeurs parce que c'est sur un sujet qui était pas simple, sur une culture qui est vraiment très éloignée de la nôtre. Donc je suis content que ça ait plu vraiment à beaucoup de monde et à moi également. Toi Je également. trouve que c'est vraiment un des meilleurs. Il fait vraiment partie du top 3 pour moi. Très bien. On y revient dans un instant, Emma, toi. Moi, je suis d'accord aussi, c'est une merveille cette réalisation Pixar et il devait être dans le top 3. Ouais. Pour moi, il mérite pas d'être qu'à la 3e place. Et voilà, Attends, j'ai pas compris. il mérite d'être plus haut. Plus haut dans le ouais. classement. C'est on ça. va voir avec Voilà. le tien. Et Où est-ce qu'il va se trouver non, tout allait bien avec la musique. C'était tellement beau à voir, le jeu de lumière, les personnages, les couleurs, enfin tout était magnifique à voir et qu'est-ce que j'ai pleuré devant ce Pixar. Elsa. Pour moi, c'est le film le plus mature de Pixar avec là-haut. C'est-à-dire que ça a un sujet qui fait que c'est peut-être pas. Alors c'est pour les enfants bien sûr ce film, mais qui va plus résonner avec les adultes aussi. Et du coup, je suis assez contente qu'il soit dans ce top 3. Est-ce qu'il sera dans le mien aussi? On va voir ça dans un instant. Moi juste je suis d'accord en fait avec ce que vous avez dit. Je trouve que c'est vraiment un film qui est abouti quasiment en tout point et qui est peut-être l'un des plus beaux visuellement aussi parce qu'il y a une multitude de couleurs avec cette culture là. Je trouve qu'ils ont bien réussi à nous faire aimer cette fête, cette Dias de los Muertes, c'est ça, ça. Et les personnages sont attachants, les musiques sont réussies, ils fonctionnent très bien. Mais justement vous, quels sont vos 3e films préférés de Pixar? Elsa, on commence. Moi j'ai mis Coco justement. Coco, d'accord. Bon alors t'es raccord avec les auditeurs, aucun souci. Florian. Pareil pour moi. Coco, bon alors on a une d'accord. Emma, est-ce qu'elle va compléter? Moi j'ai mis Les Indestructibles. Le 1 ou le 2? Non, le 1. Tu nous as mis un suspense. C'est grave. Non, le 1. D'accord, Les Indestructibles 1. Et pourquoi ces choix-là justement? Déjà, d'abord la team Coco là, qui est tout à fait raccord avec les auditeurs.
Bah déjà pour moi parce que c'est un film sur la famille et sur comment entre guillemets honorer ses morts, et c'est un sujet qui touche tout le monde parce que l'héritage un peu qu'on reçoit de ses anciens, c'est comment les faire vivre au travers de leur enfin malgré leur mort. Donc ça m'a beaucoup touché. Le souvenir. Ouais, le souvenir, et ça m'a beaucoup touché. Voilà, j'ai peut-être versé un peu ma larme à la fin, on ne sait pas. Et voilà, et c'est un film qui est visuellement vraiment incroyable, comme tu le disais. Il y a des couleurs et puis les formes des, comment ça s'appelle déjà ces petits, ils ont des animaux, pas des animaux. Ah je te retrouve. Bon, c'est pas grave. Les alébrierets. Voilà. Alébrierets. Mais ça c'est incroyable, le design est incroyable. Alors, c'est très bien fait. Florian, t'es d'accord avec ça? Entièrement d'accord avec Elsa sur tout ce qu'elle a dit. Visuellement magnifique. Moi, je chiale à chaque fois que je le vois. J'ai dû le voir 3-4 fois. À chaque fois, ça me procure la même émotion. Je pense que pour le coup, celui-là, sur un sujet compliqué, a la vraie double lecture à la Pixar, pour les enfants et pour les adultes, ce que d'autres films Pixar plus récents n'ont pas, selon moi, et sont vraiment adressés qu'à un public vraiment trop âgé. Et voilà, on intègre la musique que j'ai trouvé vraiment très bien faite. Le scénario, il y a des choses auxquelles moi en tant qu'adulte je m'attendais pas, donc c'est quand même un tour de force d'arriver à être quand même surpris, surprenant pour des adultes. Donc non, Coco, ça a été très très dur pour moi de départager même les 5 premiers, donc voilà. C'était l'enjeu de ce classement, justement. Toi, Emma, donc t'as choisi Les Indestructibles en 3e meilleur film Pixar. Pourquoi? Parce que c'est le film de mon enfance. C'est le Pixar de mon enfance que je regardais avec mes parents, avec mes petits frères, que je montrerai à mes enfants, et il me fait rire, et il me fait rire aux larmes, ce film, avec tous les personnages possibles, et même toutes les théories qu'il y a autour de ce film-là. Je trouve ça hyper intéressant, et voilà. Même autour de l'univers Pixar, d'ailleurs. Je trouve qu'il a pas vieilli, et il est toujours aussi drôle, et il me touche toujours autant, donc voilà, c'est ma là, Les Indestructibles, on va voir s'il revient dans le classement des auditeurs ou dans le vôtre. Moi, en ce qui me concerne, j'ai pas dit la 3e place, j'ai mis Vice Versa, donc de Pete Docter. C'était très compliqué pour d'effectuer ce classement, parce que c'est comme on l'a dit, des films qui sont magistraux et magnifiques, et c'est des dessins animés qui nous marquent, je pense. Et Vice Versa, je trouvais que c'est j'hésitais à le mettre encore plus haut dans ce classement. Finalement, il est en 3e place, mais il le mérite parce que il arrive à aborder le fonctionnement de l'esprit humain, je trouve, par un prisme qui parle aux enfants, qui parle aux adultes. Il y a une triple lecture pour tout le monde, ça parle à tout le monde, et voilà. Donc je me suis dit au moins la 3e place pour Vice Versa, même s'il pourrait quasiment mériter mieux. Florian, tu voulais réagir? T'as entièrement raison, la force des Pixar, c'est vraiment ce côté universel qu'ils ont à peu près tous. Le fait de se dire, mais comment, pour Vice Versa, je me souviens vraiment, on m'a dit, mais comment ce film n'a pas déjà été fait il y a des dizaines d'années, tellement c'est simple et évident, et ça parle à tout le monde. C'est un peu la même chose sur Coco, qu'on a mis en 3e position avec Elsa pour moi. Un truc que j'ai pas dit juste avant, c'est ça m'a même fait apprendre des choses, ce concept des plusieurs morts. C'est très beau ça. Et moi, c'est quelque chose que j'avais pas vraiment théorisé dans ma tête, et qui m'a appris des choses à plus de 25 ans, de dire qu'il y a une première mort quand la mort physique arrive, il y a une seconde mort quand on nous oublie, et quand il n'y a plus personne des vivants qui pense encore à vous ou qui connaît encore votre nom. C'est des concepts ultra forts, et dans Vice Versa que tu cites, on a tous en nous des passions d'enfance qu'on a lâchées, on sait plus trop pourquoi, à quel moment, et c'est la magie de Pixar et la puissance de Pixar, c'est d'arriver à raconter ça de manière aussi simple et aussi belle. C'est ça, je trouve qu'ils comprennent des choses qu'on ne comprend pas nous-mêmes, et ils arrivent à le raconter, comme tu le disais, dans des dessins animés pour des enfants et pour des adultes, et ça fonctionne avec beaucoup d'intelligence. Emma, tu voulais dire aussi quelque chose sur Vice Versa, je crois? Pas que sur Vice Versa, mais sur Pixar. Je trouve que la magie de Pixar, c'est que ça nous accompagne dans chaque instant de nos vies. Il n'y a pas un Pixar qui peut pas s'adapter à une période de notre vie, qui ne parle pas d'une période de l'adolescence, du deuil, de la naissance, de l'avancement dans la vie, de chaque problème qu'on pourra rencontrer, ou chaque beau moment peut être représenté par un Pixar. Et pour ça, je trouve que pareil, c'est du génie de se dire que je pourrais vraiment mettre en parallèle chaque instant que j'ai pu vivre dans ma vie avec un Pixar. Et petite question, juste avant de passer à la 2e place, qu'est-ce qui fait la différence entre un Pixar et un Disney? Bon, on sait que Pixar appartient à Disney, mais qu'est-ce qui fait qu'un Pixar, c'est un Pixar? Bon, à part, il y a quelques exceptions, pour avoir vu Le Voyage d'Arlo, bon, c'est pas vraiment mémorable. Non.
Spoiler alert, il est pas dans ce classement. Mais il y a tous ceux-là qu'on parle qui sont magnifiques. Qu'est-ce qui fait cette différence-là entre ces deux, entre Disney, cette grosse boîte, et Pixar qui en fait partie, mais qui se démarque un peu, Elsa? Bah déjà, je trouve que c'est les personnages qui sont mémorables. Il y a une vraie caractérisation, il y a des vraies motivations dans l'action par rapport aux personnages, et du coup, ça nous embarque vraiment. Et je trouve qu'il y a une chaleur autour de ces films Pixar. Je sais pas comment expliquer, mais ça fait pas. C'est vraiment chaleureux. C'est fait avec amour en fait. On sent l'amour qu'ils ont fait pour faire ces films, quoi. Il y a Florian qui va réagir aussi. Pour moi, les différences, c'est vraiment que Disney, on va être beaucoup sur la narration d'un conte. D'ailleurs, ils l'ont souvent fait avec La Petite Sirène, avec Le Roi Lion, qui était repris ou Cendrillon, avec Blanche-Neige. On est vraiment là-dessus, sur la musique. Pour moi, c'est vraiment les deux marqueurs très importants de Disney. Après, on a les DreamWorks, dont on parle pas là, mais qui ont eu vraiment leur heure de gloire dans les années 2000, parce que Shrek, il y en a eu 4, L'Âge de glace, il y en a eu 6, et ça a vraiment fonctionné à chaque fois. Pour eux, moi, le marqueur, c'est vraiment l'humour. Et les Pixar, pour répondre à ta question, ça va vraiment être la puissance du scénario. On se rend compte qu'il y a quelques suites aux films Pixar, mais tous n'en ont pas. C'est pas comme Shrek, où c'est une franchise avec 4 épisodes, 4 films. Il y a quelques suites, mais pas beaucoup chez Pixar, parce qu'on s'intéresse vraiment à la puissance d'une histoire originale. Donc voilà, c'est ce qui différencie pour moi les 3 studios. Emma, t'es d'accord avec ça? Ouais, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais moi, ce que je vais mettre en avant, c'est l'adaptabilité. C'est que Pixar évolue avec son temps, que je trouve Disney un peu moins. Chez Pixar, on va voir Vaiana, il est un peu plus moderne. Ouais, mais enfin, tu vois, il a fallu attendre Vaiana, alors que Pixar avait fait d'autres choses entre-temps, qui parlaient de différence, qui mettaient en avant de nouveaux héros, de nouveaux personnages. Et c'est ce que je disais juste avant, c'est ce qui faisait que tout le monde peut se sentir concerné par Pixar. Disney, je trouve un peu moins. Rapidement, Elsa. Ouais. Bah juste pour connaître un peu les secrets de Pixar, si vous voulez taper sur internet les 22 règles du storytelling de Pixar, vous pourrez les trouver. Et en fait, c'est les gens de Pixar qui donnent presque une liste de tous les conseils qu'ils appliquent eux-mêmes à leur scénario. Donc c'est hyper intéressant. Tu peux nous en citer Donc par exemple, il faut pouvoir s'identifier soi-même avec le personnage qu'on écrit. Il faut, en principe, le personnage, faut qu'il aille à l'encontre de tout ce qu'il connaît déjà. Donc il aille dans un monde qui le met à rude épreuve. Enfin voilà, il y a des choses vraiment, vraiment comme ça. D'accord, bah c'est marrant. Bon bah passons à la deuxième. Et c'est assez quand tu le dis, ça fonctionne à peu près avec toute la liste de films qu'on a devant. Voyage d'Arlo, non je gagne. Ça marche aussi avec le Voyage d'Arlo, je pense. Excellent ça film. suffit avec le Voyage d'Arlo. Franchement, j'ai pas trop aimé. Tu l'aimes bien? C'est dur. Non, mais il est pas très bon. Hein. Non. J'ai jamais vu. D'accord. On fera peut-être un jour. Je pense que c'est le meilleur, le pire. Oui, je pense que c'est l'un des pires. Arlo. Il s'inscrit là-dedans. Mais passons à la deuxième place maintenant. Le public a élu en deuxième meilleur film Pixar, Vice Versa de Pete Docter, justement sorti en 2015. Est-ce que c'est surprenant que ce film-là, que Vice Versa soit dans ce classement, Elsa? Bah moi je trouve que c'est un film qui est fait avec tellement d'intelligence que ça me surprend pas. Je pense que c'est tellement en fait il y a une idée de déconstruire le cerveau comme ça qui est hyper intéressante et hyper ludique. Donc je trouve que ça plaît en fait aux gens. Donc moi ça me choque pas de le voir. Il y a aucun souci là-dessus. À Florian. Non, Elsa a entièrement raison encore une fois quand elle dit la déconstruction du cerveau, c'est vrai, on a on passe par toutes les phases, les rêves, la fabrique à rêves qui est hyper drôle et hyper ludique pour les enfants et pour les parents de se dire c'est bien de l'avoir imaginé comme ça, comme un studio télé où on revit nos émotions. Il y a les fameuses boules que les mecs renvoient comme une espèce d'idée, les chansons entêtantes comme la musique de la pub pour le dentifrice. Tout est, à chaque moment on se dit c'est vrai, c'est vrai, et quand on se dit ça, c'est que, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, le film est puissant parce qu'il est universel. C'est ça qui fonctionne, Emma, toi aussi? Moi, je trouve que c'est une place qui est méritée. C'est pas mon choix, mais je trouve que c'est mérité. C'est vice versa. C'est intelligent, c'est drôle, ça réunit tout ce qu'on attend d'un Pixar et tout ce qui fait que ça réussit. Et c'est un très beau film. Florian. Et c'est universel alors qu'on parle d'une gamine qui vit dans le Minnesota. C'est-à-dire que pour nous, c'est complet et qui joue au hockey. Pour nous, Français, c'est complètement lointain. Oui, c'est ça, mais et on arrive quand même à le comprendre. C'est vraiment les émotions qui sont universelles et qui nous parlent. Vous, quel est votre choix en deuxième meilleur Pixar, Elsa? Alors moi, ça ne sera pas Vice Versa, ça sera Les Indestructibles 2. Voilà, Florian fait un AVC à côté. Mon Dieu. Aussi, toi, tu n'es pas j'ai d'accord. adoré le 2, mais je le mets pas en deuxième place. Non, mais tout simplement parce que pour moi, déjà, réussir à faire un film comme ça, 14 ans après le premier film, qui comble autant les attentes, je trouve ça fou. Et c'est du divertissement pur et dur, mais je trouve que
ça marche tellement bien, on en prend plein la vue, visuellement c'est incroyable. Il y a la scène quand Elastigirl se bat avec le méchant et ça fait un peu crise d'épilepsie, mais moi j'ai beaucoup aimé. Enfin, c'est hyper visuellement, on en prend plein la vue, c'est un super film d'action, j'ai adoré. Validé. Bon, Florian et Emma, Florian pas d'accord du tout. Les Indestructibles 2, on en avait déjà beaucoup parlé dans des épisodes de Clapement sur, 5. Exactement, sur le Fight Club, je crois, avec Coco. Pour moi, c'est sans commune mesure. Je crois que c'était ça, c'était Coco. Non, ou alors contre les c'est Indestructibles le 1 2. contre le 2, non Non, sur c'était ça les films contre de la Spider-Man. décennie. C'était les films de la Contre décennie Spider-Man parce New qu'on Generation. parlait... Vous ne connaissez plus vos Bon. épisodes. Bref, en tout cas, les Indestructibles 2, pour moi, ça n'a pas du tout fonctionné. Je trouve pas que ce soit un bon film, mais c'est très personnel. C'est bon. Je hein. prends ta décision. J'entends. Quel est ton choix, Florian? Eh bien moi c'est un choix de cœur. Alors pour mon deuxième et mon premier choix, je vais être un peu sur le même créneau que Emma sur les films d'enfance. Et donc en deux, je vais dire Le Monde de Nemo. Parce que déjà, ça a mis une claque gigantesque à l'époque où c'est sorti graphiquement. C'est-à-dire que l'eau dans le dessin animé, c'est ce qu'il y a de plus difficile à rendre de manière réaliste. Il a fallu, entre Le Monde de Nemo et La Petite Sirène, il n'y a rien eu. Après La Petite Sirène, il a fallu attendre des dizaines d'années pour voir Le Monde de Nemo et voir cet univers aquatique reproduit. Et je me souviens très bien qu'à l'époque avec mon grand âge, c'était une énorme claque. Et parce que c'est tellement fort que tout reste. Tout à l'heure, à peine tu as dit le prénom du personnage Dory que Emma tout de suite a chanté la chanson. On se souvient du courant est-australien. On se souvient de P. Sherman, Wallaby West Sydney. Moi, Il a touché la mer. Moi j'ai des punchlines avec mes petits frères depuis des années sur bienvenue frère sushi. Et c'est des choses qui resteront gravées dans ma mémoire. Mes petits frères l'ont regardé avec moi des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois, même si on le connaissait par cœur. Donc c'est vraiment un choix de cœur. Choix de cœur. Emma, toi, t'es d'accord avec ça? Le Monde de Nemo, rapidement, juste, ça Bah, vous surprend ou... Non. D'accord. Non, franchement, moi je trouve que c'est super. Mais mon choix à moi, c'est Coco. Coco, Du coup. qui oui. revient encore Ouais, une voilà. fois en force. Coco, très bien. Pourquoi donc Tout ce que j'ai on pu a dit dire tout à l'heure, avant, oui. et voilà, et que c'était fantastique. Comme je dis, j'ai dû le voir des vingtaines de fois et que je pleure à chaque fois, et que les musiques sont super belles, que pour le message que ça transmet, que la diversité que ça met en avant, que la découverte d'un nouveau monde, encore une fois, parce que si le personnage découvre autre chose, nous aussi on découvre autre chose grâce à ce Pixar. Donc pour ça, c'est numéro 2. Pour l'instant, vous avez été 3 à citer Coco. On va voir si je complète ce classement. Ça va arriver. Mais en tout cas, non, je suis d'accord avec ce choix-là. Et moi, de mon côté, j'ai mis Monstres et compagnie de Pete Docter qui est sorti en 2002 parce que, comme ce que tu disais finalement, Florian, pour Le Monde de Nemo, c'est un film de l'enfance, tout ça. Et c'est un film, je trouve, complètement fou et qui est avec des personnages qui sont incroyables, avec un univers qui est génial et qui est malin, qui est intelligent et où il se passe plein de choses. C'est d'une richesse ce film, et c'est encore une fois de Pete Docter qu'on retrouve dans ce classement. C'est donc le réalisateur de Vice Versa, de Monstres et compagnie, et de Soul aussi dernièrement. Et donc j'ai trouvé que c'était génial, Monstres et compagnie. Donc je me suis dit il faut absolument me mettre là. Ça vous surprend ce choix-là ou pas? Alors moi, Monstres et compagnie, je trouve qu'il a un sous-texte moins fort que les autres Pixar. D'accord. Ah oui, dans ce qui est... Donc, Moi, moi c'est j'avoue plus que c'est pas celui qui m'a pour marqué. la sensation enfant, parce qu'enfant tu Oui. cherchais moins le Mais sous-texte. je l'ai pas vu quand j'imagine. j'étais enfant en fait. Ah oui, c'est je l'ai ça, vu un bon. peu plus tard, donc. Elsa, quand elle était enfant, elle regardait du Godard et du Truffaut. Oh, toi tu regardais du Hitchcock. Ouais, hein. grave. Du Denis Du Villeneuve. Denis Villeneuve, elle était déjà devant Incendie. Je Et, suis la fille de Denis Villeneuve. Exactement, Florian, tu Moi, vas. j'avoue que je suis passé à côté de Monstres et compagnie, mais ça me surprend pas dans le sens où je sais qu'il est souvent cité comme, en faisant partie des meilleurs Pixar. Ma coloc à l'époque le regardait, elle me sortait des punchlines et tout, mais je l'avais pas. Bob Razowski, je peux les Exact, faire. non mais exactement, C'est c'était sûr. ça, sauf que moi je suis vraiment passé à côté. Florian il répondait sushi, quoi. Les dialogues entre deux Pixar. Emma, toi, oui, rapidement. Moi, ça m'étonne pas de toi. J'aime Non, bien mais les parce que monstres. non, mais c'est pas ça, c'est que déjà ça va avec Vice Versa, c'est que je trouve que c'est la même logique avec par exemple La Fabrique à rêves, comme on a parlé, enfin Ah oui. ça se réunit beaucoup, et t'aimes Christopher Nolan après ça, tout ce qui est très complexe, tout ce qui est très dans la C'est pas machination. le film le plus complexe, mais effectivement, il y a. Oui, mais enfin il y a de la je vois. machination, il y a le côté Oui. rouage en fait, Oui, je suis que d'accord. ça m'étonne pas. L'envers Et du ouais. décor de la C'est peur. ça. Tout ça, Et un j'ai peu. failli le mettre, ça se jouait entre Indestructible et Monstres et compagnie. Pour la 3e place. Ouais, mais Ah, ça a mais- été Les Indestructibles. Il a pas réussi à arriver
arriver dans ce classement pour Emma. Avant de passer à la première place, j'ai une autre question pour vous. Quelle est la recette d'un bon Pixar, Elsa Morel? Alors, la recette d'un bon Pixar, non. Plus sincèrement, moi je trouve que c'est déjà une animation visuellement époustouflante parce que ce qu'il faut, moi la force de Pixar aussi, c'est qu'ils savent tous les films là, je pense pas qu'ils pourraient être en live action. C'est-à-dire que visuellement, ils savent utiliser l'animation pour la rendre la plus époustouflante possible et la plus belle possible. C'est-à-dire que Elastigirl, elle s'étire, comme tu disais, le monde de Nemo, on présente tout un truc sous-marin. Ouais. Enfin, c'est incroyable. Ensuite, je trouve qu'il faudrait qu'il y ait un scénario avec un fond émouvant. Donc, comme Coco, voilà. Et un scénario avec une forme divertissante, comme Les Indestructibles. Et là, je trouve que ça... Là, pour Elsa, c'est carton plein. Florian, Emma, rapidement, pour vous, quelle est la recette d'un bon Pixar? Pour moi, ça va être surtout un bon scénario, comme je disais tout à l'heure, avec un twist un peu inattendu à la fin. Je trouve qu'il joue surtout là-dessus sur les derniers Pixar depuis 5-6 ans. Si on retourne vraiment au début avec les 1001 pattes ou Toy Story ou Le Monde de Nemo, il y a un peu moins ce côté twist vraiment inattendu. Mais je trouve que c'est une vraie marque de fabrique de Pixar. Le twist dans quel sens? Le twist par exemple, exemple par exemple la fin de Coco à laquelle on s'attend un petit peu moins, la fin de Soul dernièrement. Disney par exemple, la recette pour moi c'est le personnage secondaire très drôle, comme Mouchou avec Mulan, comme le génie avec Aladdin, comme Zazu, comme tout ça. Ce qu'on ne retrouve pas chez les Pixar. C'est pas faux. Emma, toi la recette d'un bon Pixar? Moi c'est une bonne PLS. C'est sortir de là en pleurant et en remettant sa vie en question. Ouais, non, mais c'est l'idée vrai. effectivement de faire réfléchir aussi, et pas seulement divertir, mais aussi faire réfléchir, ce que tu relevais un peu, Elsa. Passons maintenant à la première place. Officiellement, les auditeurs ont décidé que le meilleur film Pixar, eh bien, c'était Monstres et compagnie de Pete Docter qui se retrouve en première classe, sorti en 2002. Tu le disais, Florian, c'est un film qui a marqué les gens, qui plaît énormément. Mais je pense que c'est les personnages aussi. C'est Sully qui est incroyable, Bob Razowski, la petite Boo. Il y a une caractérisation des personnages qui est ils sont tous si différents, en même temps si drôles. Ils font un trio si fort que je pense qu'il y a de ça qui fonctionne. Et Germaine aussi, Elsa, pour te rendre hommage. Non, mais on s'en souvient, quoi. Ça marque. Après, peut-être effectivement que tous les gens, c'était des gens qui l'avaient vu enfant, le film, mais ça vient peut-être de là. Mais en tout cas, il a une bonne majorité. Je pense qu'effectivement, il y a un gros lien affectif parce que forcément, quand on cite les films Pixar, il y a un lien affectif qui vient se glisser là. Donc, pour moi, j'ai pas ce lien affectif et du coup, ça m'a moins marqué. Je reconnais moins les répliques, enfin, voilà, etc. Même si je trouve que la petite est trop mignonne, mais voilà. Rapidement, vous, Florian et Emma, ça vous surprend ce choix-là ou pas? Donc, toi, non? Florian, non, comme je disais tout à l'heure, ça me surprend pas parce que je sais que tout le monde en parle souvent. Ce qu'on remarque, c'est que Pete Docter, comme tu le disais tout à l'heure, est le réalisateur de ce film-là, de Vice Versa. Donc il a déjà 2 places sur 3 dans le top 3. C'est vraiment un réalisateur qui est extrêmement coté à Hollywood et chez Pixar. Je pense qu'il comprend en fait. Il doit avoir ce sens de comprendre comment faire une bonne histoire, quels sont les bons ingrédients. Il doit avoir quelque chose que d'autres n'ont pas. Mais alors juste pour faire une toute petite parenthèse sur Soul, puisque j'ai déjà donné mon avis sur Monstres et compagnie, je trouve que Soul, qui n'est pas dans ce classement, qui pour moi l'est vraiment pas du tout dans ce classement, mais pas parce que c'est un mauvais film, mais parce que c'est pas ce que j'attends d'un Pixar personnellement. Je trouve surtout que c'est le film en trop sur ce même thème de la mort, de la transmission, du deuil et de l'abandon. On a déjà eu Coco, on a déjà eu Le Monde de Dory sur la recherche un peu identitaire, on a déjà eu Toy Story 4, En avant avec le père qui est là mais qui est pas là. Je trouve que c'est le film de trop sur cette même dynamique. Alors pour le coup, En avant, moi j'ai pas vraiment accroché, mais sur ce que tu dis, c'est la même dynamique. En même temps, je trouve que c'est intelligent et j'ai l'impression, il y a une théorie justement qui dit qu'il compléterait Vice Versa et qu'en fait l'âme 22, c'est ça qui est doublé par Camille Cotin, c'est en fait la petite Riley de Vice Versa. C'est joli comme théorie, il y a quelques indices, la pizza, le rapport à la pizza, des trucs comme ça, mais moi je trouve qu'effectivement les deux vont bien ensemble, même si la théorie n'était pas valable. Les deux forment un bon diptyque et c'est touchant, mais après le fait qu'il soit pas sorti au cinéma, moi ça m'a moins embarqué. C'est-à-dire que Coco, vraiment j'étais à fond les ballons au cinéma et j'étais déjà
vieux, disons, non, mais 2017, donc voilà, j'étais pas enfant et pourtant il m'a vraiment embarqué. Sol, je pense que ça aurait pu être le cas au cinéma. Et le fait de le voir sur Disney+, même j'ai tenté de le voir un peu dans des bonnes conditions, ça m'a pas autant embarqué qu'une salle de cinéma sombre avec un bon son et de la bonne image. Emma, toi? Là où je ne suis pas d'accord avec Florian, on ne change pas une équipe. 2021, on change pas. Mais c'est pas grave, c'est ça, c'est ce qui fait la magie de l'émission. C'est que tu ne peux pas dire, enfin pour moi, on ne peut pas dire que sur le deuil ou sur la mort, il n'y a pas assez de sujets. Dans le sens où chacun vit la mort à sa manière, il y a des cultures différentes sur le sujet de la mort, donc en fait, Ça parle pas tellement de la mort, en fait. Ça parle de la mort. Tu rigoles ou quoi? Non, mais c'est le sujet principal. Non, moi je maintiens que ça parle pas de la mort, ça parle de qui on est, ce qu'on aime dans la vie, ça parle de nos passions, ce qui nous fait vivre, ça parle de la vie plus que de la mort. C'est l'élément déclencheur, la mort du personnage, mais le film ne traite pas de ça, on traite pas de ah merde, on dit pas tiens il va mourir, adieu à ses proches, tout ça. On traite de la façon dont on vit et la façon dont, donc pour le coup je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je suis pas du tout d'accord avec toi. Je trouve que tout le premier tiers, c'est justement sur la mort et le fait qu'il ne veuille pas mourir, il veut retourner vivre sa vie et pouvoir avoir enfin sa chance. C'est l'élément déclencheur, mais le noyau central du film, c'est qui on est et ce qui fait qu'on aime vivre. Ce que j'ai trouvé très intelligent avec ce film, justement, c'est que en fait, ça montre un aspect du deuil, pas que pour les personnes qui sont encore en vie. C'est que on ne sait pas ce qui se passe après la mort, mais si ça se passe comme ça, c'est que si. Pardon, mais Florian il sait lui. Pardon, mais avec mon grand âge. Excuse-moi, papy Florian. Mais revenons sur Monstres et compagnie, parce qu'on est parti sur Sol, on s'est un peu écarté, donc c'est un choix qui vous surprend pas, qui a priori marqué les gens comme un film qui a... Et après c'est peut-être aussi la génération des gens qui nous écoutent, qui ont été encore plus sensibles, on est peut-être tous de cette un peu génération Monstres et compagnie, mais ça a fonctionné a priori. Moi ça m'étonne, hein. Ah ça t'étonne, désolé, j'ai pas entendu. Moi ça m'étonne, je ne m'attendais pas, genre Monstres et compagnie a marqué. Mais c'est pas le Pixar dont j'entends le plus parler. Mais alors toi Emma, quel est ton Pixar préféré officiellement? Alors attention, celui qui m'a marqué, celui que je peux regarder des centaines et des centaines de fois, les musiques, tout, c'est Ratatouille. Ratatouille, qui n'est pas dans ce classement the non number plus, one. mais qui est pas très loin. Ratatouille, je peux vous donner, on a le classement intégral du vote des auditeurs. Il est 4ème à égalité avec Lao, Toy Story 1 et Sol. Donc ils ont tapé à la porte de ce podium, mais n'ont pas pu rentrer. D'accord. Ouais. Ratatouille pour les musiques, parce que ça se passe à Paris, que l'histoire est super jolie, que ça montre que quand on veut, on peut. Et qu'il faut se donner les moyens de réussir. Par contre, on a très envie de manger en voyant ce film. En plus, c'est terrible, ça donne vraiment très faim. Voilà, et ça montre un aspect de Paris qui, je trouve, est souvent sous-coté. C'est le côté gastronomique qui est représentatif de la France et de Paris. Et pour ça, je ne pouvais que l'aimer. Et voilà, comme je disais, la musique aussi. Florian, quel est ton Pixar préféré? Alors, je sais pas si c'est mon Pixar préféré, mais en tout cas, je l'ai mis en numéro 1. Je comprends que la nuance soit pas très simple à avoir, mais pour moi, ça va être Toy Story. Toy Story, le tout premier, parce que ça m'a fucked up quoi. Quand j'ai vu cette VHS à l'époque, je suis vieux, quand j'ai vu cette VHS et que je l'ai rematé mais des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois, ça m'a complètement changé. C'est-à-dire qu'il y a eu un avant et un après. Après, je rentrais dans ma chambre et j'essayais de surprendre mes jouets en train d'être vivants. J'avais un chef des jouets de ma chambre. C'était vraiment, ça m'a complètement changé. Et peut-être qu'on va donner une info aux auditeurs. Je sais pas si vous savez qui a écrit le scénario de Toy Story. C'est pas John Lasseter? C'est pas John, il a participé certainement puisque c'était le réalisateur, mais il y a surtout Joss Whedon qui a écrit le scénario, qui a donc après écrit Buffy contre les vampires, qui a réalisé Avengers, donc Joss Whedon, et c'est surtout, c'est le film originel quoi, de Pixar, c'est celui qui a tout lancé. Il y avait donc John Lasseter à la réalisation, il y avait dans les co-réalisateurs Andrew Stanton, celui qui a fait Le Monde de Nemo. Il y avait Leon Krish au montage, c'est le réalisateur de Coco, on en a parlé tout à l'heure, et il y avait aussi Pete Docter dont on parle. Donc c'est un peu les 4 fantastiques qui étaient là pour le même film et qui a laissé une trace indélébile dans l'histoire de tout le monde avec Vers l'infini et au-delà
etc. John Lasseter, c'est un historique de Pixar, et pourtant on voit que dans ce classement il est arrivé finalement un peu en retrait. Il est pas dans le top 3 pour les auditeurs. Il est donc il y a Toy Story 1, je disais, en 4ème place. Ensuite il y a du Toy Story 2 en 7ème place, 1001 pattes en 7ème place. Donc il a pas été c'est pas le réalisateur pourtant qui a été le plus dont les films ont été les plus votés. Elsa, toi, quel est ton choix? Ah, attention, mon choix en numéro 1, c'est Le Monde de Nemo. Ah. Il revient. Tout simplement parce que je trouve que ce voyage initiatique donc d'un père qui essaie de retrouver son fils est magnifique. C'est vraiment bien pensé. Ça parle aussi, mine de rien, de la non-présence d'une mère aussi, qu'on aborde peu. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et pour moi, le personnage de Dory est le plus mythique de Pixar. Voilà, je le dis. D'accord, tout simplement. Emma, oui. Puis surtout, la magie de Nemo, c'est que si c'était un live action avec des humains, ça pourrait être un film de suspense incroyable. Haletant. Ah oui, un père on connaît la théorie, c'est Taken en fait. C'était exactement ce que j'allais dire. Exactement ça. C'est exactement ça. Et- Vas-y, Non, ensuite moi. et Vas-y. comme disait Florian, visuellement c'est incroyable. Moi, il y a des plans, même je croyais même c'était des photographies des fois Ah oui, quand il y avait des plans en dehors de, on voyait l'eau à la surface et on voyait le ciel comme ça. Mais il y a les achetez le DVD double, il y a les bonus, on voit comment ils ont fait ça, on voit le temps qu'ils ont passé dessus, c'est assez intéressant. Moi, mon choix pour la première place du meilleur Pixar, c'est tout simplement Coco de Leon Krisch, qu'on cite encore une fois, et je m'aperçois déjà, je trouve ça très drôle, j'ai le même classement que les auditeurs, pas dans le même ordre. Coco, vice versa, Monstres et compagnie, c'est juste pas le même ordre, mais c'est la même chose. Et donc Coco, vraiment, on en a parlé, on va rien rajouter dessus, mais c'est tellement fou en réalisation, en histoire, en tout est réussi dans Coco, donc je trouvais qu'il méritait cette belle première place. Et donc j'ai l'impression que vraiment officiellement, c'est quasiment le film qu'on retient le plus de ce classement, parce que vous l'avez tous cité, les auditeurs l'ont tous cité, c'est vraiment le film qui revient. Donc Coco, je dirais en première place, vice versa aussi peut-être, qui est pas mal. On a eu quelques fois Le Monde de Nemo, c'est un peu les films en tête. Emma, tu voulais dire quelque chose? Ouais, moi j'ai une question à vous poser. Vous regardez les Pixar en VO ou en VF? En En VF. VF. Oui, parce VF. que moi je trouve que les Français sont excellents en doublage de dessins animés. Ils mettent de l'intonation, les Américains aussi sûrement, mais C'est plus monotone. ouais, c'est un peu plus. Ouais, je suis d'accord. Par exemple, Toy Story avec la voix de Tom mais- Hanks est fantastique. Et puis vu que moi quand j'étais petite, je regardais avec la VF, j'ai gardé ça Ouais. et je trouve effectivement que Coco, par exemple, j'ai comparé la VF et la VO, je trouve qu'elles se valent vraiment. La VO est très bien, mais la VF aussi, donc il n'y a pas tellement de. Ok. Je conseillerais pas absolument de voir d'une façon. Mais donc voilà, bon, on a vu un peu ce classement, ces films qui reviennent. Vous, n'hésitez pas à nous dire sur Facebook, Instagram et Twitter avec le @clap5 quel est votre film Pixar préféré. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à tous nos clapeurs du jour. Merci à Pierre-Emmanuel Guillaume de chez Sunday Night Productions qui produisent donc Clapement 5. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Et vous pouvez dès maintenant vous abonner à la chaîne YouTube Clapement 5 Podcast et activer la cloche afin de découvrir tous ces nouveaux épisodes. Rendez-vous vendredi sur Clapement 5 pour un nouvel épisode dans lequel on vous fera une grosse annonce. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous.